Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, j'ouvre la séance du Conseil en demandant à Madame Michel de bien vouloir procéder à l'appel d'une rapidité extraordinaire et je la remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Arnaud Murgia. Présent. Catherine Baldener. Présent. Éric Pétieux. Présent. J'attrape. Claire Barnéou. Richard Nussbaum. Émilie Desmoulins est excusée et a donné son pouvoir à Richard Nussbaum. Christian Julien. Annie Astier-Conversé. Jean-Marc Iaponi. Corinne Aschettino. André Martin. Michel Skripnikov. Patrick Michel. Maryse Xosa-François. Thomas Schwartz. Gabriel Léon. Francine Dardenne. Jean-Franck Vioujas. Jean-Pierre Pic. Il n'est pas là, Jean-Pierre? Jean-Marie Rey. Muriel Payan. Guy Hermite. Claudine Chrétien. Pierre Leroy. Vincent Faubert. Corinne Chanfray. Hervé Puy. Catherine Blanchard. Marine Michel présente. Aymeric Sall. Présent. Gilles Perly. Présent. Thierry Aymar est excusé et a laissé son pouvoir à Sébastien Fine. Olivier Fons. Sébastien Fine. Jean-Pierre Masson. Non, il n'est pas là. Et Patricia Arnaud est excusée et a donné son pouvoir à Vincent Faubert. Merci. Merci beaucoup, le quorum est atteint et la séance est donc ouverte. Chers collègues, quelques mots très simples puisque le conseil de ce soir va être occupé principalement par notre débat d'orientation budgétaire qui nous mènera dans quelques semaines à adopter le budget pour 2025. Nous allons y revenir assez longuement en compagnie d'Olivier Fons et de chacune et de chacun d'entre vous. Je voulais très simplement vous dire que ce budget et le débat que nous avons ce soir pour le construire consacre à la fois un certain nombre d'investissements à la fois forts, structurants et lourds, que nous avons réussi à porter et que nous sommes en train de faire sortir de terre sans avoir aucunement dégradé les équilibres de la collectivité et je dirais même en les ayant préservés puisque nous sommes en train de nous éloigner de l'effet ciseau que nous craignions un petit peu il y a deux exercices budgétaires. Et je crois qu'on peut aujourd'hui se satisfaire à la fois d'une communauté de communes qui sait porter des projets extrêmement structurants. Un projet à plus de 20 millions d'euros sous maîtrise d'ouvrage public, c'est pas neutre et c'est pas tous les jours sur le territoire du Grand Briançonnais. Et nous sommes aujourd'hui à quelques semaines d'emménager dans nos nouveaux locaux, puisque vous le savez, le 23 et le 26 mai, nous déménagerons et le 27 mai au matin, les administrés de tout le Grand Briançonnais pourront venir se renseigner et faire l'ensemble de leurs démarches qui concerneront la ville de Briançon, la communauté de communes, l'espace France Service. Nous accueillerons dans nos locaux le PETR, nous accueillerons Météo France. Tout ça va créer, je crois, des synergies nouvelles et moi je me réjouis que nous ayons supporté ce dossier. Ça va être des changements importants pour nos administrés, puisque j'ai toujours tendance à penser que plus on vient de loin, plus on attend un service qui soit simple, accessible et efficace. Ce sera un changement pour l'ensemble des agents qui vont emménager dans ces nouveaux bureaux qui seront, je crois, d'un grand standard de confort et je crois que la qualité de travail aussi de nos collaborateurs est un élément essentiel. Et j'ai employé le mot de synergie, je veux vraiment insister là-dessus puisque je suis intimement persuadé que la capacité de regrouper l'ensemble des services publics dans le même bâtiment doit nous obliger à construire un service public finalement plus efficace, plus pragmatique. Et le seul message que je voulais passer à ce sujet, c'est que nous voyons bien dans le contexte national qui est le nôtre à quel point finalement nos concitoyens jettent parfois un certain discrédit sur la chose publique et finalement font égard parfois d'un manque de confiance dans les politiques publiques. Et ce que toutes et tous, je le crois, nous observons au quotidien, c'est que l'échelon local, c'est le plus important. Et que quand l'échelon local tient, d'ailleurs on l'a
observé pendant le Covid, le reste tient. Et que finalement, je crois que vous le voyez toutes et tous aux portes de vos mairies, ce sont parfois des administrés qui viennent parce que c'est la seule porte ouverte qu'ils trouvent, dès lors que d'autres services publics parfois sont éloignés, fermés. Et que ce service public local-là, il est absolument essentiel et nous nous apprêtons à ouvrir une page nouvelle dans un site totalement renouvelé qui, je crois, et qui plus est une réussite à la fois patrimoniale et architecturale. Et tout cela, aujourd'hui, nous pouvons le faire en ayant renoncé à strictement rien. D'autant plus que dans ce débat d'orientation budgétaire, je vous proposerai naturellement de reconduire le fonds de solidarité à destination des communes. C'est 1,5 million d'euros par an. Il y aura une spécificité puisque je souhaite, à la demande d'un certain nombre de maires ici présents, que nous en réservions une partie sous forme de fonds climat pour que nous puissions être en mesure de réagir plus vite si nous sommes confrontés aux épisodes que nous avons vécus en 2023 et en 2024. Et je crois que nous avons été aux côtés sur notre compétence GEMAPI, mais aussi sur ce fonds de solidarité, des communes qui ont été touchées, qui ont eu des dégâts importants. Je pense bien entendu aux 2 communes de la Haute-Romanche, aux communes du Monétier-les-Bains, tout en ayant bien entendu un regard plus large, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé à la fois dans la Valouise et bien entendu chez nos voisins de la Bérarde. Et je crois que cette situation liée au dérèglement climatique nous oblige à avoir plus de réactivité. Et tout ça, nous nous en donnons les moyens, à la fois dans des outils financiers, mais aussi, je le dis, sur le fonctionnement de nos propres services, puisque à partir du 27 mai au matin, notre service chargé des risques naturels, notre service chargé de GEMAPI aura dans le bureau d'en face les salariés de Météo France, dont je rappelle depuis 20 ans dans le débat public, il est question de fermer les antennes régionales. Eh bien, en les intégrant dans notre projet, nous les conserverons ici. Et nous savons toutes et tous en montagne à quel point avoir les prévisionnistes de Météo France est essentiel. Et tout cela doit nous permettre de prendre à bras-le-corps cette question du dérèglement climatique, des risques naturels, de la prévention des risques, à la fois en montagne, mais aussi dans chacun de nos villages comme de nos hameaux, puisque la solidarité, je crois, territoriale, c'est celle-ci, et que nous sommes ni plus ni moins en responsabilité dans un territoire de montagne où des montagnards disent tout simplement qu'ils veulent continuer à pouvoir avoir la qualité de vie qui est la leur chez eux, partout. Et il n'y a pas 2 pays, 2 territoires, la ville d'un côté et la montagne de l'autre. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots liminaires que je souhaitais vous adresser en ouvrant ce conseil communautaire, en vous laissant la parole si vous la souhaitez. Et naturellement, nous reviendrons sur l'ensemble de ces éléments lors du débat d'orientation budgétaire. Je sais qu'il sera riche et c'est heureux. Y a-t-il, mesdames et messieurs, des prises de parole en ce début de conseil? S'il n'y en a pas, je vais vous demander si vous avez des remarques ou des questions sur le procès-verbal ou les comptes rendus de décision et arrêtés. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je me permets de poser une question concernant la décision 256, décision du président, concernant la maintenance d'un logiciel municipal utilisé par la police municipale. Et donc la question c'est quel est l'objet communautaire? Quel est le lien communautaire? Ouais. Je pense que c'est de la mutualisation, mais si vous voulez bien, comme je n'ai pas la décision en tête, je vais la relire, me faire donner tous les éléments d'information et en cours de conseil, vous donner les éléments les plus précis. Merci. Merci à vous. Je pense que c'est une refacturation parce que c'est une mutualisation d'outils, mais je vais vous donner les éléments les plus précis. Vous me permettez tout de même de mettre aux voix les comptes rendus et je vous donne les éléments tout à l'heure. Alors je vais mettre aux voix le PV du Conseil du 26 novembre. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. Le compte rendu des décisions du président, pardon. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Le compte rendu des décisions du bureau. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. Et enfin, le compte rendu des arrêtés. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et je passe immédiatement la parole à Monsieur le vice-président chargé des ressources humaines pour un pacte de délibération ressources humaines. Bonsoir à tous. La première délibération, donc, c'est la traditionnelle modification du tableau des emplois. Donc la première modification, c'est tout simplement une modification de la quotité du temps de travail sur le poste de contrat de projet chargé d'opérations de signalement et de catalogage de fonds patrimoniaux.
nous avions voté la création de ce poste, c'était sur un temps complet, et ce qui vous est proposé ici, c'est de rapporter le temps de travail à 80%, tout simplement pour mieux coller au recrutement. Ensuite, concernant le pôle ingénierie et gestion technique et le service gestion et valorisation des déchets, il y a un agent qui est en situation de période préparatoire de reclassement sur un poste d'agent polyvalent, et il est proposé, pour permettre un recrutement pérenne sur le temps de cette période de reclassement, de pouvoir recruter, donc de créer un poste le temps que ce reclassement se fasse, et bien entendu nous supprimerons ensuite le poste sur lequel l'agent est encore titulaire le temps de son reclassement. Concernant le service commun cabinet, là encore une modification, la création de 2 emplois d'adjoints administratifs à temps complet pour intégrer les assistantes administratives, qui sont des agents de la ville de Briançon, et donc les mutualiser sur le service commun, ainsi que la réaffectation d'un poste vacant au tableau des emplois pour recruter un régisseur affecté au protocole, ça pour les besoins du service. Je vous remercie. Et donc j'en profite pour vous confirmer, eu égard à cette décision, que le service ressources numériques étant mutualisé, c'est bien lui qui conclut les contrats et la commande publique au titre à la fois de la ville et de la communauté de communes, et que l'ensemble des dépenses sur ce contrat, qui n'est bien un contrat qui ne concerne que la police municipale de Briançon, a été intégralement refacturé à la ville de Briançon. Voilà, donc pas d'inquiétude. Et si vous voulez les détails techniques, ils sont naturellement à votre disposition au service des finances. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Madame Dardenne, allez-y, je vous en prie. Merci, bonjour à tous et à toutes. Oui, concernant cette délibération, en fait, elle concerne ce qu'on appelle mutualisation, c'est le fait que les 2 agents, les 2 secrétaires et assistantes administratives de la mairie de Briançon intègrent le service mutualisé. On ne parle pas du coup... C'est pas de création de poste. Non, mais du coup, on ne parle pas des autres assistantes administratives de la CCB. Tout à fait, ce sont les 2 personnes du secrétariat. D'accord. Ensuite, une autre question relative simplement à un régisseur affecté au protocole. Qui c'est qui s'occupe des protocoles aujourd'hui, et pourquoi on a besoin d'un tel poste aujourd'hui? Alors c'est un poste qui était existant mais qui était vacant et qui l'était depuis plusieurs années. Et en l'occurrence, nous l'avons comblé tout simplement pour les besoins protocolaires les plus classiques, c'est-à-dire les fêtes et cérémonies ou l'ensemble des événements qui peuvent avoir lieu dans l'hôtel des Cordeliers demain dans la cité administrative. Donc pour la mairie de Briançon et pour la CCB. Tout à fait. Et cette personne a été recrutée? Le recrutement est en cours. D'accord, merci. Merci à vous. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à nouveau à Aymeric Sall. Oui, donc cette deuxième délibération qui concerne les ressources humaines, c'est tout simplement le changement des modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps. Vous le savez, donc la collectivité, elle permet aux agents d'utiliser donc un compte épargne-temps en y stockant des heures. Et donc jusqu'ici, le choix de l'utilisation de ce compte épargne-temps, il était limité à la prise sous forme de congé, donc de ces heures-là. La proposition qui vous est faite à travers cette délibération, c'est tout simplement d'avoir 2 autres modes d'utilisation de ce compte épargne-temps. La première, c'est une monétisation forfaitaire pour les jours épargnés au-delà de 15, 83 € à 150 € par jour selon les catégories. Et la deuxième modalité de fonctionnement, enfin d'utilisation de ce compte épargne-temps, c'est une transformation des jours en points de retraite additionnels pour les agents du régime spécial. Donc ça permet de solutionner un certain nombre de situations. À titre d'exemple, si on a un agent par exemple qui est en arrêt maladie longue durée et qui donc part à la retraite, par exemple ça permet d'avoir cette utilisation de transformation en point retraite. À chaque fois, bien sûr, c'est en discussion avec l'agent, mais ça permet en tout cas d'élargir les possibilités et de ne plus se retrouver face à des situations de blocage, puisque ce compte épargne-temps et les heures qui y sont stockées, on les doit bien sûr aux agents, donc c'est pour pouvoir assouplir les modes d'utilisation de ce compte épargne-temps. Je me permets d'ailleurs juste de préciser, je ne crois pas qu'on l'ait fait, que l'ensemble des délibérations ressources humaines ont fait l'objet d'un examen CST, bien entendu, et d'un avis favorable à l'unanimité des représentants du personnel. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole.
Et là, donc la dernière délibération qui concerne les ressources humaines, c'est tout simplement un avenant à la convention donc, du service commun. Le sujet, donc, on en a déjà parlé tout à l'heure dans la modification du tableau des emplois, puisque donc le fait d'avoir ces 3 intégrations dans le service commun cabinet nécessite du coup de faire un avenant, puisque jusqu'ici la convention du service commun entre la ville de Briançon et la communauté de communes indiquait qu'il y avait donc 2 agents, et donc l'avenant c'est pour pouvoir porter ce nombre à 5 agents en intégrant donc les 2 assistantes administratives ainsi que le régisseur affecté au protocole. Est-ce que ça appelle des remarques? Sinon, je vais mettre cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et je vais me permettre avec Olivier Fons d'ouvrir le débat d'orientation budgétaire. Et si tu veux bien, Olivier, je te passe immédiatement la parole. Et je me permettrai d'abonder ton propos pour lancer le débat. Voilà, donc simplement pour dire que le débat d'orientation budgétaire est une étape essentielle de la période budgétaire. Ce débat doit être, enfin les orientations budgétaires doivent être présentées en conseil communautaire au moins 10 semaines avant le vote du budget. Et c'est le cas donc on vous présente ce débat, il fait à peu près une 60aine de pages, il vous a été transmis et communiqué. Je ne vous ferai sûrement pas l'affront de vous énumérer toutes les charges et recettes de la collectivité. Par contre, vous dire que tout ce qui concerne la rétrospective est basé sur des comptes administratifs donc, qui ont été validés par le trésorier public. Pour l'année 2024, les chiffres qui vous sont présentés sont basés sur un compte administratif prévisionnel. Je ne pense pas qu'il ait encore été officialisé mais ça ne saurait tarder. Par contre, les résultats de la prospective tiennent compte des principales hypothèses qui sont retenues sur les évolutions internationales, nationales et locales. Donc, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement pour les charges, on partira sur une base inflationniste de 1,80%. Ce sont des estimations de la Banque de France. Quelques charges, 30 000 € pour la prestation de location des vélos à assistance électrique, dont on a déjà parlé, 20 000 € pour la ligne 7 Altigo et 40 000 € pour le leasing des véhicules. Pour ce qui concerne les charges de personnel, glissement, vieillesse, technicité est estimé à 2,5% l'an, avec une partie, c'est détaillé en deux parties. On a 1,7% qui ce sont des effets de base et la moitié concerne la dynamique de la masse salariale. Les charges supplémentaires, notamment pour la mise en œuvre du schéma départemental d'accessibilité, le renforcement de la sécurité informatique, la constitution d'une équipe d'entretien et de gardiennage pour la cité administrative. Ce sont des charges qui sont refacturées à 50% à la ville de Briançon. La création d'un service commun d'accueil collectif de mineurs et de l'accueil de loisirs sans hébergement, ce sont des charges qui, elles, sont refacturées aux utilisateurs communes. Et la hausse du taux de cotisation employeur qui est prévue. Le fonds de péréquation des ressources intercommunales, vous savez que nous sommes une intercommunalité considérée comme riche et donc on participe mutuellement, en mutualisation avec celles qui sont un petit peu moins que nous et on prévoit une hausse de 8% cette année. Contribution au SDIS, service départemental d'incendie et de secours, une hausse de 1,7% l'an. Subventions aux associations qu'on considérera identiques à 2024, des contributions aux finances publiques également identiques à 2024. Pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, dotation d'intercommunalité, maintien de la hausse de 8% pour tenir compte des garanties, dotation de compensation, écrêtement de 2% du montant perçu en 2024, dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, identique à 2024, fraction de TVA, compensation, taxe d'habitation et CVAE, identique également à 2024, FCTVA, identique, fiscalité, pas de hausse des taux, coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales, plus 1,7% en 2025, évolution naturelle des bases fiscales, bien sûr 2% l'an, reconduction du montant de recettes pour le versement mobilité, la taxe de séjour,
le FNGIR et la taxe GEMAPI. Produits des services, produits supplémentaires liés à la participation de la ville pour les charges de fonctionnement de la cité administrative, la refacturation des charges générales et charges de personnel des services qui sont mutualisés. On partira également sur une base d'emprunt pour la collectivité de 2 millions d'euros en 2025, 2026 et 2027 d'ailleurs, avec un FCTVA à taux identique à 2024, 16,4%, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas la totalité de la TVA mais qu'une partie. Dépenses d'investissement, capacité d'investissement résiduelle, il n'y en a pas, et fonds de roulement qu'on considère à minima à 2,5 millions d'euros, comme nous l'avons toujours souhaité. Donc partant de là, on arrive effectivement dans la prospective à considérer qu'on repousse l'effet ciseau qui était imaginé et qui ne se produira pas de façon quasi certaine si nous tenons effectivement nos charges comme nous le faisons jusqu'à présent. Et d'ailleurs, on peut remercier les services de l'effort qui est fait pour appliquer de façon stricte et maintenir nos dépenses publiques. Pour ce qui concerne l'investissement, les recettes d'investissement, nous l'avons vu, c'est effectivement le fonds de compensation de la taxe valeur ajoutée. Entre 2025 et 2027, on prévoit pratiquement 2,5 millions de ressources de remboursement de cette TVA, que nous avons bien évidemment en trésorerie déjà décaissée. Vous avez le détail pour 2025 et 2026 des principales opérations qui vont conduire à cette recette de TVA en remboursement. Des subventions perçues, versées par nos différents partenaires, que ce soit la région, le département et les communautés, qui ont servi à financer notre programme d'investissement pluriannuel. Entre 2025 et 2027, on espère pratiquement 12 millions d'euros de subventions en recettes, dont les principales, 7 millions de subventions pour la cité administrative, 1 million du département pour la subvention tranche 2, 898 000 de l'État et DETR 2023 et 2024. Je passerai également sur les emprunts, on l'a dit tout à l'heure, 2024, 2025, 2026, 2 millions d'euros qui ont été contractualisés sur une base de taux fixe à 3,28, ce qui est un taux intéressant, sachant qu'actuellement les taux fixes se situent aux alentours de 3,40. Des recettes divers, donc il s'agit d'opérations pour compte de tiers dans la section d'investissement. On considère en gros 500 000 euros par an. Pour ce qui concerne les prospectives de dépenses d'investissement dans le cadre de notre plan pluriannuel, on aurait donc entre 2025 et 2027 pratiquement 20 millions d'euros de dépenses prévues. Vous avez reçu dans le document d'orientation les différents investissements prévus sur 2025 et 2026, qui sont en gros consacrés aux travaux de la cité administrative et de l'aménagement du 35-37 rue Pasteur. Les subventions d'équipement, ce sont des aides financières qui sont destinées effectivement à l'acquisition ou à la production d'immobilisation. Donc on espère entre 2025 et 2026 et 2027, 4, 5, 6 et 6 millions et demi de subventions, avec un remboursement de la dette qu'on peut considérer comme stable et tout à fait conforme aux orientations qui sont souhaitées par les pouvoirs publics. Merci, cher Olivier, de l'ensemble de ces précisions, parce qu'en plus, ça nous permet, je crois, de voir aussi l'ensemble des contraintes qui pèsent sur nous. D'ailleurs, je crois qu'on est en train de construire un projet de budget, somme toute, sur des prévisions de contexte assez pessimistes, puisque, en plus de ça, quand nous avons démarré ce travail-là, on ne savait pas en plus quel allait être le contexte national, notamment de l'État vis-à-vis des finances publiques des collectivités locales. Donc on est parti, vous l'avez entendu, sur des prévisions prudentielles, ce qui me semblait être le minimum, et c'est toujours mieux parce que si on a des bonnes surprises, et j'ai le sentiment que nous sommes assez préservés par le budget de l'État 2025, on pourra revenir au moment du budget supplémentaire. En tout état de cause, je voulais peut-être juste insister pour lancer le DOB sur quelques éléments.
la première des choses, c'est que finalement, nous craignons cet effet ciseau, voilà, 2 exercices budgétaires, non pas qu'on le craignait, mais en tout cas, je crois qu'Olivier Fons avait toujours tenu un discours de franchise en disant si nous avons un seul risque, c'est celui-ci. Nous n'avons pas d'autre, puisque globalement, nous avons toujours maîtrisé notre endettement. D'ailleurs, on s'est beaucoup désendetté. On est descendu à des taux de capacité de désendettement qui sont inférieurs à 2 ans, donc on est vraiment très très peu endetté. Et nous regardions un certain nombre de hausses de charges qui pesaient sur nous. On pourrait d'ailleurs citer l'exemple de la TGAP, hein, puisqu'on sait très bien à quelle sauce nous serons mangés sur ce sujet environnemental. Je crois que Jean-Marc Chiapponi, comme Pierre Leroy le savent bien, c'est quelque chose qui continuera à augmenter. Et on sait très bien que les filières, pour bien entendu transporter l'ensemble de nos ordures ménagères, vont être de plus en plus coûteuses, et elles sont avec de faibles débouchés sur l'ensemble du bassin qui est celui des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Donc on aura des sujets fiscaux qui pèsent sur nous. Et par ailleurs, on a eu en 2023 notamment un contexte inflationniste qui a pesé bien entendu sur nos dépenses et qui nécessitait que nous soyons extrêmement attentifs, et nous l'avons été. Parallèlement à ça, et je crois que c'est peut-être le point important sur les dépenses de fonctionnement, c'est que nous avons tout de même fait un certain nombre de choix depuis 2020 qui ont amené à élargir le périmètre d'intervention de la communauté de communes. Je pense bien entendu soit à des décisions de communautarisation, par exemple des infrastructures culturelles, ou des décisions qui nous ont amené par exemple à reprendre la compétence transport, comme la loi LOM nous l'a autorisé. Mais j'attire l'attention de chacune et chacun d'entre vous sur le fait que lancer une délégation de service public sur les transports, reprendre ce qui était le fruit de 13 acteurs différents en une seule délégation de service public, ce sont quand même un champ d'intervention qui a augmenté. Et pour autant, nous avons réussi finalement à encaisser ces transformations sans que cela ne pèse sur le budget de la communauté de communes, puisque finalement notre épargne nette va se situer aux alentours de 3,17 millions d'euros l'année prochaine, enfin cette année 2025, ce qui est quand même un chiffre élevé, même plus élevé que depuis certaines années du mandat, tout ça en portant des dépenses d'investissement qui sont très lourdes, puisque nous avons cette année un budget d'équipement qui va être extrêmement lourd, puisqu'on sort par exemple la fin des crédits de la cité administrative. En 2021, si on compare à 2024, nous avons des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de 6,8 millions d'euros, alors que nos recettes, elles ont augmenté de 7,8 millions d'euros. Ça veut dire qu'on a toujours eu un rythme de recettes qui a suivi, et on a réussi à maîtriser nos dépenses. Ce qui a permis finalement aujourd'hui de préserver la bonne santé financière de la collectivité. J'ajoute à cela que si on prend un simple ratio qui est celui des charges de personnel et ce qu'elles représentent dans nos dépenses d'exploitation, on est passé de 30,8% à 33% en l'espace de 5 exercices. C'est-à-dire que même finalement en prenant des compétences, nous avons réussi à tenir le budget et nos charges de personnel. Et je voudrais vraiment en remercier à la fois l'ensemble des vice-présidentes et vice-présidents et l'ensemble des services, puisque ça veut dire que nous avons su gérer finalement ces changements, ces transformations avec rigueur et avec maîtrise. Nous avons atteint un taux d'endettement, je le disais, historiquement bas, puisque fin 2023, on était à peu près 6 millions d'euros d'endettement, ce qui est très faible pour une collectivité comme la nôtre. On a maintenu des remboursements d'annuités qui sont en dessous du million d'euros. Et donc, finalement, même si on ne doit pas prendre à la légère un certain nombre de contraintes, j'ai parlé de la TGAP, je crois qu'il faudra qu'on soit attentif aussi sur le sujet de la GEMAPI, puisque c'est un sujet, on voit bien ce qui nous fait face, et l'exercice 2024 est un exercice dont il faut espérer qu'il ne se reproduise pas de la même manière, parce que pour les habitants et pour les communes ce serait dramatique, mais on voit bien que la régularité de ces phénomènes climatiques va nous amener sur les questions de protection des inondations à avoir très probablement des dépenses qui seront en augmentation, et c'est normal, on assume notre responsabilité, même si j'ai toujours, je crois, exprimé ma pensée sur
le fondement de la compétence GEMAPI qui finalement était très injuste puisque on faisait reposer sur le seul contribuable intercommunal, qui plus est quand on est au plus en amont du bassin versant, la seule responsabilité de sécuriser la ressource en eau pour finalement toute la Durance. Ce qui est, entre vous et moi, une aberration, ce qui voudrait, à mon avis, la logique voudrait qu'un jour on arrive à un financement départemental ou plutôt même régional de cette compétence de protection des inondations et des milieux aquatiques. Donc il faut qu'on reste attentif. Pour autant, je crois qu'on peut se féliciter de la situation dans laquelle nous sommes. D'une part, puisque nous allons porter un budget de dépenses d'équipement qui sera au-dessus des 10 millions d'euros. On était plutôt aux alentours de 3 à 4 millions d'euros par an. On a réussi à doubler ce budget d'investissement sans finalement toucher à aucun de nos ratios. Je crois qu'on gère efficacement à la fois nos recettes, nos dépenses et puis aussi la trésorerie. On a à l'appui de ça, je voudrais tout de même le souligner, des recettes de subventions qui vont sur l'exercice 2025 s'élever à 9,7 millions d'euros. On était en 2021 à 727 000 euros. 727 000 euros en 2021, 9,7 millions d'euros. Donc je crois que sur la manière dont la communauté de communes du Briançonnais est considérée et reconnue par nos partenaires, que ce soit le département, la région et l'État, et même sur les fonds européens, puisqu'on est capable aujourd'hui, à travers la région, d'aller chercher sur un certain nombre de projets des fonds européens, nous sommes reconnus, considérés, écoutés. Sur la seule cité administrative, on est sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire sur plusieurs exercices, à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'on aura eu sur un projet à 20 millions d'euros, quasiment 10 millions d'euros de subventions. Ce qui est, je crois, une bonne nouvelle et qui nous a permis finalement, en divisant en plus ce projet par deux, d'un côté la collectivité ville, de l'autre côté la collectivité CCB, d'avoir un impact pour un projet à 20 millions d'euros qui est faible sur nos propres finances. Et donc aujourd'hui, on est à la fois capable de porter nos politiques propres, mais de porter des politiques d'investissement tout en se tournant vers l'avenir. Et j'y viens assez rapidement pour vous faire très simplement le détail des dépenses d'équipement qui sont proposées pour l'année à venir, puisque sur le fonctionnement, vous l'avez bien compris, les maîtres mots sont finances saines, bonne gestion de la dette qui est très faible, et bien entendu rigueur dans la gestion du fonctionnement, puisque nous avons réussi à nous sortir de toute zone dans laquelle on se disait faisons attention, on sait maintenant qu'on est sorti de là, il faut faire très attention parce que c'est naturellement toujours facile d'accepter des dépenses supplémentaires et je crois qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus, il faut être attentif, d'autant plus que nous ne savons pas, si j'ose dire, à quelle sauce les collectivités locales seront mangées par l'État dans les années à venir. Et donc je crois que ça doit nous obliger à être prudentiels sur nos dépenses de fonctionnement parce qu'il ne faut pas que nous soyons en situation d'être dépendants de qui que ce soit. Et pour ça, il faut qu'on soit, je crois, prudent sur nos dépenses. Pour autant, et pour revenir à mon propos, les dépenses d'investissement vous seront proposées dans le budget primitif pour 2025. La continuité de nombreux programmes que vous connaissez, puisqu'ils sont déjà été engagés. 5,7 millions d'euros pour terminer la cité administrative dans le quartier Berwick cette année. Plus d'1 million d'euros à la fois d'un côté pour la politique environnementale, cher Jean-Marc Chiapponi, c'est-à-dire l'ensemble de la gestion des déchets. Ce sont les programmes tels que nous les avons maintenus toujours à peu près dans ces niveaux-là. Et, chère Corinne, 1 million d'euros pour l'ensemble de la GEMAPI. Je vous rappelle que nous avons des programmes en cours, que ce soit sur les Sables, sur les Alberts, sur Val-des-Prés, mais sur la Clarée, où là on aura vraiment en 2025 des opérations de travaux qui seront importantes. Et puis, on se tourne aussi vers l'avenir puisque nous budgéterons d'ores et déjà 523 000 euros pour les travaux du 35 et du 37 rue Pasteur, c'est-à-dire la sortie de terre d'équipements et d'infrastructures totalement neuves et modernisées pour les Beaux-Arts, pour le Conservatoire, pour le Centre social intercommunal. Je remercie les élus qui ont été présents au jury de concours. Nous avons sélectionné 3 candidats et il nous reviendra dans les semaines qui viennent de définir le candidat qui réalisera ce projet. Donc on a maintenant une année devant nous pour réaliser les études et se projeter. Une fois que la cité administrative sera terminée en mai 2025, on pourra se tourner vers ce programme de travaux dont on parle finalement depuis maintenant plusieurs années et qui est en bain de voie maintenant pour sortir de terre. 412 000 euros seront budgétés pour la mobilité avec
notamment le programme de location de vélos à assistance électrique. J'en suis heureux, on le présentera en détail au printemps, mais très concrètement, nous avons investi dans 40 vélos à assistance électrique qui pourront être loués 3 mois, 6 mois, 12 mois, pour des montants qui avoisineront les 40 € par mois, avec l'idée d'amener en fait nos administrés sur somme toute quelque chose qui est très coûteux. Un vélo à assistance électrique, c'est coûteux, et donc on les amènera sur ce service de location. Je rappelle en plus que c'est pris en charge par l'employeur. Donc on va essayer de les encourager d'aller sur le trajet domicile-travail et sur, je crois, un projet qui, en plus de ça, me semble-t-il, est assez pertinent parce que d'autres collectivités par le passé ont envisagé des subventions à l'achat. Finalement, déjà, on ne sait jamais trop vraiment qui ça touche, et en plus de ça, on ne sait pas quel équipement ça touche. L'idée, c'est que ça touche des vélos qui sont tout de même typés, certes pour une zone de montagne, mais qui restent dans le domaine de l'urbain. L'idée, c'est qu'on subventionne pas du loisir, mais bien l'idée qu'une personne qui, par exemple, a 2 véhicules dans son foyer se dise je peux peut-être envisager finalement d'en abandonner un, de passer sur le vélo à assistance électrique. Ce sera donc l'un des éléments, même s'il y en a bien d'autres et que dans ces 400 000 €, l'un des éléments, on en parlera tout à l'heure avec Pierre Leroy, c'est bien entendu notre DSP Transport qui évolue. Je crois qu'à nouveau, on en parlera, mais c'est une bonne mesure puisque nous avions dit en créant cette DSP, elle est perfectible et il faudra qu'on voit les chiffres pour voir si on peut faire mieux. Sur la ligne de la Clarée, on a bien vu qu'on l'avait mis en transport à la demande, on a eu des chiffres de fréquentation très importants. On a discuté avec les élus de la Clarée, on a discuté avec les directeurs d'école, avec les parents d'élèves qui nous ont dit nos élèves ne peuvent pas rentrer à la mi-journée, il faut une ligne plus pérenne. On a passé la ligne 7 en pérenne, elle fait 4 allers-retours par jour, c'est un vrai service, les collégiens qui terminent à midi ils peuvent rentrer. Et aujourd'hui on voit qu'en plus la fréquentation elle est à son niveau, donc on a certes des dépenses supplémentaires mais aussi des recettes et un service qui s'améliore, notamment pour une vallée qui en avait moins. J'en termine par là, puisqu'il y a bien entendu beaucoup d'autres sujets, les aires de covoiturage, la Via Clarée. J'ai parlé du fonds de solidarité, j'en redis un mot très simple, on garde les mêmes montants, s'il faut éventuellement les élargir un peu, on en discute au budget supplémentaire, mais on conserve cette politique. Si vous en êtes d'accord sur ces 1,5 million, on réserve 200 000 € sous la forme d'un fonds climat. L'idée est de dire, si dans le courant de l'année, il y a une de nos communes qui traverse une situation difficile à cause d'un événement climatique, et si on doit répondre par un fonds de concours, on n'a pas à délibérer spécifiquement, on peut, bien sûr qu'on délibère, mais on n'a pas à aller inventer un fonds de concours comme on a eu à le faire sur le sujet de la Grave. On a cette somme qui est à disposition, et je crois que c'est une bonne mesure quand ça ne rentre pas forcément dans le cadre du FSST tel qu'il existe, et ça nous permettra d'être réactifs. J'ajoute à cela, et j'en terminerai par là, que pour la première fois, le vice-président aux finances et les services de l'administration communautaire vous proposent dans le rapport d'orientation budgétaire le détail et le panorama de toutes les politiques publiques menées par la communauté de communes sur vos communes. Et finalement, on ne regardait que les aspects de soutien à l'investissement. Je rappelle que c'est la première fois dans l'histoire de la communauté de communes qu'on a 1,5 million. Ce sont des montants élevés. Regardez ce qui se fait dans d'autres agglomérations plus grosses que les nôtres. Il n'y a pas forcément 1,5 million pour les communes. Donc ce sont des montants élevés, mais on a fait ce choix-là. Et je crois d'ailleurs que ça fonctionne bien, puisque ça permet aux maires ici présents de faire sortir un certain nombre de projets. Et on avait regardé finalement comment ce fonds de solidarité était attribué, et je voulais qu'on aille plus loin, aussi pour la transparence due à vos conseils municipaux. Et vous pouvez voir le panorama des dépenses et la manière dont ils sont affectés. Alors c'est sûr que par la force des choses, quand on a une commune qui a une crèche et qui a un centre de secours, par la force des choses, ça obère plus de dépenses et c'est bien normal. Donc il y a des ratios qui peuvent varier quand on n'a pas dans son périmètre la politique de petite enfance ou la contribution au service départemental d'incendie et de secours. Mais ça vous permet aussi d'avoir une grande transparence et de voir la manière dont sur les ordures ménagères, sur la petite enfance, sur l'ensemble de nos compétences, l'argent est dépensé autant en investissement qu'en fonctionnement. Et bien
bien entendu, ces dépenses-là, elles varient par la force des choses, puisque il y a par exemple une proportion plus élevée à la Grave et à Villard-d'Arène sur l'exercice précédent, parce qu'on a conclu le centre de secours de la Grave. C'était plusieurs millions d'euros d'investissement, donc par la force des choses, ça fait augmenter les ratios, mais ça vous permet de montrer aussi l'équité territoriale. Et je crois que dès lors qu'on regarde, alors je sais que ces calculs sont toujours discutables, parce que regarder en euros par habitant, ça ne veut pas dire regarder en euros par population DGF, mais en tout état de cause, on voit, je crois, que la communauté de communes, elle est au rendez-vous de la solidarité, quelle que soit la taille de la commune. Et en tout cas, moi, je voulais qu'on ait ce regard, parce que je crois qu'il vous appartient, puisque finalement, la communauté de communes reste l'émanation des communes qui en sont membres. Voilà, je ne serai pas plus long, je conclurai juste en vous disant que la conférence des maires réunie en début d'hiver a vraiment choisi, et de manière très unanime, mesdames et messieurs les maires, de placer et d'ouvrir le chantier en 2025 de la petite enfance comme priorité. Nous voulons vraiment ouvrir le dossier du nombre de places en crèche disponibles dans le territoire. Monsieur le maire de la Salle des Alpes porte par exemple un projet de réouverture d'une crèche alors qu'une crèche associative avait fermé. Nous travaillons aussi avec le conseil départemental sur les maisons d'assistance maternelle, puisqu'on voit bien qu'aussi sur ces sujets d'assistante maternelle, on a aujourd'hui un nombre d'assistantes maternelles qui baisse sur le territoire. Donc peut-être que ce que nous avons fait sur les maisons pluridisciplinaires de santé à certains endroits sur le territoire qui ont permis de répondre au manque de médecins, eh bien, peut-être qu'il faut le faire demain en créant des maisons d'assistantes maternelles. La conférence des maires a décidé, et je viens de vous adresser un courrier, mesdames et messieurs les maires, de lancer un appel à manifestation d'intérêt dans nos communes pour que si vous identifiez du foncier qui est disponible et qui pourrait héberger un projet de maison d'assistantes maternelles, eh bien, nous le ferons prioritairement dans les communes qui proposent du foncier. On va travailler sur ces sujets. Ils sont coûteux, ils sont complexes, ils sont difficiles, mais je crois que étant donné que la priorité de chacune et chacun d'entre nous, c'est tout de même de travailler à ce que la population des résidents principaux, la population de nos écoles, nous la soutenions. Je crois qu'on doit être au rendez-vous aussi des modes de garde et que puisque c'est notre compétence, je crois que nous voulons aller plus loin sur ce sujet. Désolé d'en terminer sur ce sujet peut-être un peu précis, mais je crois qu'il est extrêmement important. Bien entendu aussi important que tant d'autres choses que nous faisons, mais en tout cas ce sera l'un des chantiers que nous souhaitons collectivement ouvrir, et je le dis vraiment au nom de l'ensemble des maires, puisque ça a vraiment fait l'objet d'un débat sur lequel tout le monde était, je crois, concerné par ce sujet. Donc pour conclure très simplement, je crois que nous pouvons faire état d'une situation budgétaire qui est bonne, qui est saine, avec peu d'endettement, avec une capacité à investir, avec des recettes de subventions qui sont importantes et avec la capacité à regarder sereinement vers l'avenir en nous portant vers de nouveaux projets. On en a évoqué quelques-uns ce soir et je ne serai pas plus long pour vous laisser, mesdames et messieurs les élus, la parole. Qu'il n'y a pas de vote et que je suis en train de perdre ma voix comme Corinne. Y a-t-il des prises de parole sur le débat d'orientation budgétaire, mesdames et messieurs les élus? Eh bien, s'il n'y en a pas, il n'y aura pas de débat. Ça veut dire qu'on est d'accord. Alors, dans ces cas-là, je vous remercie de cette unanimité. Et nous n'avons pas à voter, donc je clôt le débat d'orientation budgétaire et nous voterons dans quelques semaines le budget qui en sera tiré. Olivier, si tu veux bien nous dire quelques mots de l'assainissement, je dirai bien entendu à Jean-Marc Caponi, s'il le souhaite, de rebondir sur ce sujet, mais il y a peu de nouveautés. Oui, pour l'investissement, on peut simplement dire que globalement, notre collectivité est en capacité d'assurer les investissements qui ne sont pas concessifs et donc les assurer de belle façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. L'endettement est quasiment nul, puisqu'en 2025, on aura quasiment absorbé l'ensemble des emprunts qui restent à courir. Que dire d'autre? Simplement que c'est une gestion qui est proportionnée aux investissements qui sont prévus et qui sont financés de belle façon. Voilà, c'est tout. Est-ce que, Jean-Marc, tu veux compléter quelques mots, ou y a-t-il des questions sur le sujet plus global de l'assainissement eu égard au projet en cours? Très bien. Je peux clôturer le débat sur l'assainissement dans ces cas-là et repasser la parole à Olivier Fons pour la suite de l'ordre du jour financier. Oui, alors, je n'ai pas le détail. Je crois qu'on avait effectivement à valider la possibilité d'ouvrir des crédits sur 2025
Alors, je peux t'épauler utilement pour le fer à deux bois. Il vous est proposé effectivement d'augmenter l'autorisation de programme de la cité administrative de 500 000 euros. Ah, ça c'est la première. Je me permets juste d'indiquer pour précision que ça fait 2,4% d'augmentation de l'AP, donc c'est assez mineur, que cette AP n'avait pas été modifiée depuis 2 ans, hein, donc par la force des choses, sur des travaux on évolue. En vous rappelant que, hors cession, hein, puisque bien entendu les recettes de foncier de la vente de ce même bâtiment seront ajoutées au plan de financement, on est à 9,7 millions d'euros de subventions. Voilà, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes sur le niveau de confiance que nos partenaires nous ont fait sur ce projet, et je pense que nous avons, grâce à cela, largement préservé le contribuable, au-delà même d'ailleurs des fonds dont on peut se féliciter, qui notent de l'excellence du projet, puisqu'être éligible au fonds friche et au fonds vert, je crois que ça veut dire quand même quelque chose, d'autant plus que le pari initial était tout de même de réhabiliter un patrimoine certes exceptionnel, mais chacune et chacun d'entre vous sait que réhabiliter le patrimoine coûte un tant soit peu plus cher que de construire en neuf, mais c'était un choix assumé, et je crois qu'aujourd'hui, le pari est tenu, à la fois dans la temporalité du chantier, et à la fois dans la maîtrise des coûts. Naturellement, ça augmente, mais honnêtement, assez peu. Je crois que sur un projet à cette échelle-là, je crois que le sujet est tenu, et je voudrais en tout cas, en votre nom, et si vous en êtes d'accord, remercier les ingénieurs et les collègues à la fois de la ville et de la CCB qui ont porté le projet depuis le début, parce que c'est extrêmement complexe, il y a plus de 20 corps d'État, une maîtrise d'œuvre, des OPC, et je crois vraiment qu'on peut dire qu'ils ont bien fait leur travail. Je ne cite pas leur nom au conseil communautaire, mais ils se reconnaîtront, elles se reconnaîtront aussi. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point où je peux le mettre? Oui, Madame Dardenne. Oui, merci. Je ne suis pas intervenue sur le débat d'orientation budgétaire, mais je suis assez sidérée qu'il n'y ait pas de débat. Et notamment, bah oui, c'est quand même assez impressionnant aujourd'hui. Mais du coup, par rapport à cette délibération, je reprenais un peu les chiffres qu'on nous avait annoncés au début de ce projet de cité administrative. Alors, à moins que je me trompe, mais on nous annonçait en 2021 13 452 000 euros. En octobre 2022, on en était à 15 millions. Aujourd'hui, on est à 20 millions. Alors, certes, c'est sans doute bien subventionné, 10 millions, mais ça reste énorme. C'est une charge énorme pour une petite communauté de communes comme la nôtre. Et je trouve que c'est un engagement dont vous êtes fiers, sans doute, et tous ici très fiers. Mais je pense que ce n'est pas forcément une dépense aussi considérable qu'on pouvait attendre par rapport à la rénovation de ce bâtiment, en tout cas pour une cité administrative. Donc je voterai contre cette délibération. Merci beaucoup. Je vous confirme que vous vous trompez puisque vous confondez le montant des travaux et l'enveloppe globale. Donc je vous confirme que ce qui est inscrit sur le panneau de la cité administrative, c'est bien le montant des travaux, mais une opération globale, c'est pas que les travaux, puisque vous payez aussi la maîtrise d'œuvre, vous payez l'informatique que vous mettez dedans, et vous payez de l'immobilier et de la charge foncière. Donc je vous confirme que le montant des travaux n'a pas dérapé, très clairement. Accessoirement, je me permets de vous indiquer, si jamais cela vous avait échappé, qu'entre le moment où nous avons lancé le projet et aujourd'hui, il y a eu quelque chose comme 7 à 8% d'inflation par an, ce qui a touché le coût des matériaux. Mais a priori, ça a dû vous échapper. Et vous rappelez peut-être que sur ce projet, quand on le regarde dans sa globalité, c'est donc un peu plus de 20 millions d'euros de dépenses sur lequel nous sommes subventionnés à hauteur de 10 millions d'euros, duquel on déduit la charge foncière qui va être cédée ici, et duquel finalement les collectivités investiront quelque chose entre 3 et 4 millions d'euros chacune pour un projet à plus de 20 millions d'euros. Permettez-moi peut-être de vous rappeler aussi, si jamais la mémoire vous quittait, que vous aviez en votre temps, en tant que qualité d'adjointe au maire, porté un projet qui coûtait à peu près 18 millions d'euros, qui consistait à détruire cette gazerne et à construire en neuf, en rayant notre patrimoine. Si jamais vous aviez perdu la mémoire, je peux vous ressortir le dossier du bureau d'études qui avait programmé. C'était 25 millions, Madame Valdener me rafraîchit la mémoire encore mieux. C'était 25 millions le projet de pôle culturel à Berwick. C'était pour le pôle culturel. Tout à fait. Une autre petite dimension. Tout à fait. Et donc, non mais attendez.
si vous voulez, Et supporter, il était hors de question supporter tout de même. de démolir cette caserne. Ah bah si, Non. On va vous sortir les plans du bureau Il d'études y a eu puisque... des projets dans ce sens-là, mais pas ce qui avait été. Bon, le passé est le passé. au le final. Non mais le passé est le passé, mais si vous Alors voulez... le passé est le passé, mais bon. Le passé est le passé, mais si vous voulez, quand on m'explique que 20 millions d'euros Certains maires pour étaient présents une nouvelle à cette cité époque-là, administrative, ici, autour de la table. 20 millions d'euros pour une nouvelle cité administrative qui va permettre à tous nos administrés, à nos agents d'avoir des locaux neufs, bien isolés, à nos administrés de pouvoir accéder plus facilement, se garer en centre-ville, avoir des locaux neufs, accessoirement le même guichet, que ce soit pour l'espace France Service ou que ce soit pour les démarches administratives, les rendez-vous à l'urbanisme, c'est-à-dire un service totalement renouvelé, qui nous permet d'intégrer Météo France. Je crois que c'est un projet qui est tout de même extrêmement vertueux, qui finalement ne reposera sur le budget de la collectivité, la CCB, que pour moins de 20% de son coût total. Peut-être, faut que je refasse le 25 très précisément. Et tout ça en conservant la caserne, en la réhabilitant, alors même que le projet que vous portiez coûtait 5 millions d'euros de plus et détruisait la caserne. C'est faux. Si, c'est on va vous sortir les documents puisque la mémoire vous quitte, mais Oui, je veux bien. comme ça vous les aurez. Mais c'est Donc, pas que pour moi. je pense, en tout cas, que vous vous trompez totalement, mais en tout cas, nous noterons que vous voterez contre ce projet de cité administrative. Je crois que c'est fortement regrettable, mais c'est bien votre droit, Madame Dardenne. Par rapport à la vente des cordeliers, on en est où, s'il vous plaît? L'appel à manifestation d'intérêt est en cours. D'accord, donc on ne sait rien pour l'instant. Il y a un jury qui va être constitué pour examiner les offres qui seront déposées. Et en l'occurrence, il y a des offres qui sont déposées, si ce n'est que les plis ne sont pas ouverts, donc je ne peux pas vous dire quelles sont-elles, ou je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, j'en aurai surtout pas le droit. Mais en tout cas, je peux vous confirmer que 1, c'est en cours, et 2, il y a des offres. Merci. Je vous en prie. Je vais donc... Oui, monsieur Finn. J'ai entendu que vous disiez qu'il fallait, il y avait du stationnement, etc. Je pense qu'il est important de rassurer les populations et les usagers de la future cité administrative quant au stationnement, parce que j'entends beaucoup de propos dans la rue, etc., qui stipulent qu'il n'y a pas de possibilité de s'approcher, etc. Je pense que ce soir, vous pouvez rassurer les usagers de cette structure qu'on pourra se garer, stationner à proximité sans aucune difficulté. Et sans aucun problème, puisque je crains que ça soit difficile de faire plus compliqué que ce qui est notre cas actuellement. Donc vous dire peut-être d'une part que déjà, bien entendu, il y a des déposes minutes qui sont prévues, c'est-à-dire que quand on voudra déposer quelqu'un, notamment une personne qui a des difficultés à marcher, on pourra tout à fait déposer, ou tout simplement déposer n'importe quelle personne d'ailleurs. D'autre part que l'ensemble des places de stationnement du centre-ville sont à disposition, il y a d'ailleurs le parking du 15-9 qui est à côté. Ajoutez enfin que nous sommes en train de travailler, et j'en donnerai les détails précis, parce que je voudrais que nous validions ça définitivement avec le vice-président chargé des ressources humaines, à la solution de stationnement que nous allons proposer à nos agents, l'idée étant bien entendu que les places les plus à proximité de la cité administrative restent libres. Donc on va travailler, je pense, autour, cher Jean-Marc, puisque c'est toi qui pilotes ces sujets-là, autour du ProRel, pour proposer une solution de stationnement. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le parking Jean Freund, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, on propose à nos agents de stationner. Élément supplémentaire, pour un élément tout à fait statistique, par la force des choses, il y a beaucoup plus d'agents qui travaillent, qui habitent, à proximité du futur projet, puisqu'il y a plus d'habitants qui habitent en bas qu'en haut. Donc on aura aussi un certain nombre d'habitants et donc de collègues qui, par simplicité, pourront venir plus facilement à pied, en transport en commun ou à vélo que ce n'est le cas aujourd'hui, pour des raisons géographiques que chacun comprend. Et puis, dernier point, mais ça c'est un sujet qui est plutôt de l'ordre du débat municipal, mais je me permets de l'indiquer, et Jean-Marc Chiapponi pourra en donner d'ailleurs plus de précision, mais il y a souvent eu le débat, est-ce qu'il faut faire un parking enterré, etc. Je me permets d'indiquer qu'il y en a un, et quasiment en face de la cité administrative, et qu'il a souvent des places libres. Donc je ne crains pas la question du stationnement, même s'il va de soi que stationner en plein centre de Briançon un 15 août, c'est comme vouloir stationner en plein centre du Monétier-les-Bains en plein hiver, c'est par la force des choses compliqué, et on peut se dire parfois que tant mieux s'il y a du monde chez nous, mais en tout état de cause, eu égard à l'offre de transport en commun, à l'offre de pistes cyclables qui s'améliorent et à l'offre de stationnement d'ores et déjà existante. D'ailleurs, pour ceux qui l'oublient,
Il y a plus de 800 places de stationnement gratuites sur le périmètre de la ville de Briançon, et on l'oublie parfois. Je pense que la capacité à stationner devrait être au rendez-vous, et de toute façon, quand je vois les difficultés que nous avons à stationner avec les seules places de Jean Freund et de Blanchard, et avec en plus l'accessibilité ici, je crois qu'on aura vraiment quelque chose de beaucoup mieux, et je crois que c'était l'un des éléments majeurs du projet, notamment pour celles et ceux qui viennent de loin. Voilà. Si vous voulez réécouter 2 fois en plus en direct sur les réseaux sociaux, je peux répéter mes propos, cher André. Tu voulais la parole, cher Olivier? Non, la délite suivante. Ah, très bien, mais attendez, il faut peut-être qu'on la vote, donc je vais la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Il y en a une. Vous avez un pouvoir, Madame Dardenne? Non, vous n'avez pas de pouvoir. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Je vous remercie. La parole est à nouveau à Olivier France. Oui, c'est la délibération 7 qui est relative effectivement à l'ouverture des crédits pour l'année 2025, sachant que le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'avant le vote du budget 2025, les collectivités puissent continuer à fonctionner. Donc elles ouvrent en fonctionnement l'équivalent du budget de l'année 2024 et elle permet sur l'investissement d'ouvrir le quart des lignes inscrites au budget 2024. Donc nous avons actuellement 1,5 million d'ouverture de crédit pour des investissements et vous avez une liste qui vous est communiquée de l'ensemble des investissements qui sont prévus et qui pourront faire l'objet de règlement en attendant le vote du budget 2025. Monsieur le Président. Merci, très clair, et c'est tout simplement parce qu'on vote le budget un peu plus tard. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Avant de te repasser la parole sur la délibération des attributions de compensation, je me permets peut-être juste d'en dire un mot très simple. Ce sujet, vous le connaissez, on en a parlé beaucoup de fois, puisqu'en plus de ça, il est issu des années 2016, je crois, de mémoire. Si quelqu'un l'a vécu précisément, il peut me le redire. Et donc, je sais très précisément que cette délibération ne contentera pas un certain nombre d'entre vous. Je rappelle que c'est ni plus ni moins que la transcription de l'arrêté pris par le préfet, puisque notre CLECT n'a pas su trouver d'accord. Je pense, mais je ne vais pas refaire l'histoire, que l'accord que j'ai proposé à la CLEC était plus favorable. Il n'empêche, aujourd'hui, j'entends qu'un certain nombre d'entre vous, probablement, se rendent mécontents et voteront contre. Je suis obligé de la faire voter en tant que telle. Ce n'était pas ma proposition, c'est celle du préfet. Et je me permets juste de, non pas pour m'en dédouaner, mais en tout cas, bon voilà, maintenant c'est ainsi et c'est fait comme ça. Voilà. Oui, donc en résumé, effectivement, la CLEC n'ayant pas pu se déterminer sur la prise en compte de cette compétence, le préfet a tranché sur la base de 199 026 € qui sont répartis en fonction de l'ensemble des communes. Certaines sont gagnantes, d'autres sont un petit peu perdantes. En tout état de cause, les attributions qui sont depuis lors payées seront modifiées et remboursements sur certaines communes interviendront ou prélèvements sur certaines communes dans le courant du mois d'avril, si je ne m'abuse, 2025. Claire, est-ce que ça appelle à des prises de parole ou à des remarques? Monsieur Vioujas. Très rapidement, vous le savez, ma commune est au tribunal administratif en contestant l'arrêté préfectoral. Je me vois mal voter positivement. Donc vous avez une voix contre. Bon. S'il n'y a pas d'autres expressions sur ce sujet, je vais donc le mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre ces attributions de compensation? Il y en a une. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Il vous est ensuite proposé d'avaliser en commande publique le résultat d'une commission d'appel d'offres qui a attribué un marché, c'est le marché d'équipement audiovisuel du quartier Berwick. Et il y a un avenant 1. Nous finissons tout simplement l'équipement audiovisuel des bulles de réunion, si vous vous souvenez des plans de la cité administrative. D'ailleurs, pour celles et ceux qui l'ont visité, vous les avez vus terminés. Et donc, on finit d'équiper notamment les équipements pour la vidéoconférence des personnels intercommunaux. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est
adopté. Et il me revient, suite à une démission dans un conseil municipal, de vous proposer de nommer Madame Payan. Où est-elle? Elle est là, chère Muriel, à la régie des pompes funèbres intercommunales pour représenter la commune du Monétier-les-Bains. C'est naturellement votre maire qui a fait cette proposition, qui nous réjouit, ma chère Muriel. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre la nomination de notre ami Mumu? Alors je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Attention à toi, cher André. La délibération est adoptée. Toutes mes félicitations. Merci de nous représenter aux côtés du président d'Elbano, que je salue à travers toi, cher Émeric, en rappelant que le projet, les projets d'avenir que nous pourrons penser sur les pompes funèbres nous tiennent très à cœur et j'espère que nous avancerons sur ce sujet dans l'année qui vient parce que c'est un sujet essentiel, cela dit, parce que parfois nous pouvons regarder ce sujet un peu de loin, mais nous avons un vrai sujet à la fois de place et d'emplacement et il serait souhaitable d'arriver à avancer sur un projet soit d'élargissement, soit de déménagement et nous avons quelques idées dont j'espère nous reparlerons dans le courant de l'année avec Jean-Michel Delbano et les élus de vos communes qui siège au Conseil. La parole est à Pierre Leroy pour l'avenant numéro 4, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, mais il y a bien d'autres choses dans cet avenant. Merci, Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en effet, cette délibération concerne un 4e avenant. Donc, c'est positif. Si une DSP vit, c'est que c'est positif. Donc, le contenu de ce 4e avenant, il a deux parties. La mise à jour de l'offre de service qui évolue. On l'avait dit, au fil du temps, pendant la durée du mandat, la proposition qui sera faite aux concitoyens bougera. Et la deuxième partie, c'est la validation du plan de transport adapté, qui est une obligation légale. Donc, concernant le premier point, la mise à jour de l'offre de service, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est une régularisation d'une erreur matérielle qui s'était glissée au tout début de la DSP, et ça concerne les navettes saisonnières hivernales de Montgenèvre. Où en effet, pour préciser, c'était bien compris dans le transfert de charge, il y a juste eu une erreur matérielle d'inscription, en particulier sur le renforcement du service en front de neige et dans le village pendant la saison hivernale. Donc là, cette régularisation correspond à une augmentation de 4389 km par an. Ensuite, toujours à Montgenèvre, là, par contre, il y a un service scolaire qui a évolué dans le sens où il n'y avait plus de besoin d'élèves inscrits sur le transport scolaire. Donc, du fait qu'il n'y avait pas d'enfants inscrits, eh bien, évidemment, il n'y a pas le transport qui se fait en face. Là, ça correspond à une baisse de 10 444 km par an. Donc, voyez, là, au contraire de tout à l'heure, c'est à la baisse. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont été faits sur une aire de retournement à Saint-Blaise pour améliorer la circulation des bus, évidemment. Donc c'est sur la ligne 3. Et là, mine de rien, ça correspond à une augmentation de 2979 km par an, le fait que les bus fassent ce transfert qui est un petit peu plus long. Le point le plus important, vous vous en doutez, c'est la nouvelle ligne régulière numéro 7 qui dessert Névache. Donc, étant donné le succès de la fréquentation de cette ligne, qui était un transport à la demande, eh bien, il a été souhaité, et ça a été demandé d'ailleurs au président lors d'une réunion publique à Névache, où il y avait beaucoup de citoyens présents. Et donc, c'est l'évolution que vous avez souhaitée qui a été travaillée. Et donc, il y a aujourd'hui une offre estivale identique à celle de l'été 2024. Par contre, il y a une offre annuelle de base en période scolaire avec 8 trajets par jour, une offre hivernale de vacances de Noël à la fin des vacances de février qui comprend en période scolaire 10 trajets par jour. Une offre estivale, oui, que je l'ai dit ça, et puis une offre de transport à la demande malgré tout qui reste pendant les vacances de Pâques et de Toussaint. Donc cette augmentation et cette création de lignes régulières impactent évidemment le nombre de kilomètres à hauteur de 55 634 kilomètres commerciaux. Donc ça, c'est une évolution de service de 33 300 kilomètres commerciaux au total, parce qu'il y avait le haut le pied. Donc ça est intégré dans cette délibération. L'autre point, le dernier point sur l'évolution du service, c'est un nouvel arrêt qui serait situé à proximité de la chaufferie
dans le cadre du schéma d'accessibilité programmée des transports et surtout avec la cité administrative dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aura désormais, à partir du 5 mai, un nouvel arrêt de bus pas très loin de la cité administrative. Et puis le deuxième point qui était la validation du plan de transport adapté que vous avez pu observer. Donc là, ce plan prévoit lors des événements exceptionnels, alors en général dans les villes c'est plus les grèves, nous c'est moins le cas, mais par contre avec la neige, nous on est terriblement impactés et ça nécessite une organisation spécifique qui doit être précisée pour le changement d'évolution du transport au moment où le plan est déclaré. Donc ça, il faut que ce soit détaillé, écrit, précisé. Donc ça, c'est cet élément-là du plan de transport adapté qui vous est proposé. Donc sur l'incidence financière de la globalité de cette délibération, le présent avenant entraîne une évolution de la valeur prévisionnelle du contrat de 380 811,76 €, ce qui fait 76 042,35 € par an. Ok ? Donc ça, c'est le premier point. Sachant qu'il y avait dans la DSP du transport à la demande pour Briançon et Vaches, qui était à hauteur de 53 041,05 €. Donc là, qui se déduit de cette affaire. L'incidence financière totale de l'avenant numéro 4 correspond à une augmentation de 1,38% de l'engagement de la dépense de la DSP. Depuis le début des avenants, on en est à 1,68% d'augmentation liée au... Donc c'est très raisonnable étant donné le service qu'il y a en face. Donc au total, ça correspond à 461 554,70 sur la totalité des avenants. Voilà. Merci beaucoup. Et je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'est que on a la fréquentation en face et ça, je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, nous avons présenté des chiffres qui sont vraiment très bons en comité des partenaires, puisqu'on est sur des fréquentations qui sont de l'ordre de plus 10 à plus 15%, à la fois dans la globalité sur les lignes. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on a un service qui fonctionne, qui est cohérent, qui est lisible, ben, on a plus de gens qui l'utilisent. Et j'ai bon espoir que finalement, là, on n'a qu'un an de recul, vraiment, parce que la DSP a démarré il y a 2 ans, mais elle a d'abord démarré que sur le périmètre de Briançon. Donc là, sur la globalité du périmètre intercommunal, on n'a qu'un an de recul. Je pense qu'au bout de 2 ans d'exercice, on aura des chiffres qui seront encore en augmentation, et donc ça veut dire que ça fonctionne bien, et je crois que c'est une bonne nouvelle à la fois pour des raisons environnementales. D'ailleurs, toute notre flotte est passée au biocarburant, et avec des résultats très simples, c'est 90% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. C'était l'un des engagements du plan climat que vous avez adopté dès notre arrivée en fonction. Mais en plus de cela, je crois que c'est vraiment le sujet des années à venir pour des simples raisons de mobilité. Éric Pétu a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis tout à fait satisfait et du service et du résultat. Pour que le transport en commun marche, en fait, il y a 2 critères de base. Il faut respecter la fréquence et surtout respecter la régularité. Et en ce moment, notamment le soir, la régularité n'est pas tout à fait respectée et le délégataire, bien sûr, n'en est que la victime. Et je pense que le transport en commun serait plus utilisé si nous étions en possibilité de préserver cette régularité. Merci, Monsieur le Président. Merci Eric, et j'en profite d'ailleurs parce que j'ai pris le bus 2 fois cette semaine pour aller faire du ski de fond dans la vallée de la Guisane. Donc je suis allé une fois à Villeneuve et une fois à Monétier en bus. Alors déjà, sur un des trajets, il y avait 23 personnes dans le bus. Sur l'autre trajet, il y avait 25 personnes dans le bus. Donc moi, j'étais quand même impressionné de la fréquentation, elle est réelle, avec une mixité de la population voilà, il y a des gens qui vont au boulot. Il y a des personnes âgées qui viennent à Briançon passer la journée, il y a des skieurs, il y a des randonneurs, il y a des gens avec des raquettes. Enfin, il y a vraiment une population extrêmement diverse. Et j'ai discuté aussi avec les chauffeurs qui, là, envoient un message, en particulier aux 3 maires de la Guisane, parce que j'étais sur cette ligne numéro 6, en disant que régulièrement, ils ont quand même de vrais problèmes de stationnement. C'est-à-dire que, en général, c'est en période touristique, les arrêts de bus
les bus ne peuvent pas s'arrêter aux endroits des arrêts de bus à cause de véhicules tampons qui sont là. Donc ils demandent véritablement à ce que la police municipale intervienne le plus possible sur ces arrêts de bus pour faciliter ce transport. Voilà, c'est le message des chauffeurs. Comme voilà, vous êtes là, je sais que vous intervenez déjà, hein, les polices municipales interviennent. Comment? Ouais, sur la ligne 6, ouais. Il y a des voitures qui stationnent à l'endroit du stationnement du bus. Alors là, je suis assez étonné parce que autant sur la question des navettes village, je peux comprendre certaines difficultés sur la circulation au cœur des villages de ces navettes donc qui sont gratuites dans chaque commune de la vallée. Autant des voitures tampons le long de la départementale. Non, mais c'est pas. Ça peut être, par exemple, sur Monétier, quand on est devant les bains, quand on est devant Préchabert, quand on rentre dans les villages aussi avec la ligne 6 quand on fait les allers-retours. Pas sur ma commune. Sur Préchabert, il y a un panneau de stationnement, de sens interdit. Il n'y a pas une voiture qui risque d'y avancer, surtout que la police municipale, elle y est toute la journée. Non, mais c'est bien de préciser les choses parce qu'après ça peut laisser penser certains dysfonctionnements qui honnêtement n'existent pas chez moi. Donc voilà. Tu pourras prolonger un tout petit peu puis aller faire du ski de fond à Villard-d'Arène. Hein quand tu auras un bus. Je vais donner la parole à Madame Dardenne et après je me permettrai d'apporter quelques éléments. Oui, alors, oui, on est au moins 2 autour de cette table à prendre le bus pour aller faire du ski de fond, donc c'est bien. Ce qui m'embête par rapport à cette délibération, bah oui, parce que c'est vrai que c'est important. Tout à l'heure, on en parlait, on peut prendre le bus. Peut-être d'une élégance, Madame Dardenne. Non mais honnêtement. Oui, je sais. Non mais honnêtement, je sais pas si vous confinez entre le ridicule. Arrêtez, monsieur. Arrêtez, monsieur le président, de prendre ça comme ça. Mais non, mais pardonnez-moi, mais les mots ont un sens quand vous vous adressez à vos collègues. Je vous demanderai d'avoir un peu de respect. Voilà. Oui, je constate simplement qu'on n'est pas très nombreux dans les élus à prendre. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais vous n'êtes pas dans la vie des gens. Mais vous êtes quoi? Vous êtes une censure de la pensée, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train d'essayer d'expliquer aux collègues, mais vous êtes devant chez eux pour savoir comment ils circulent. Mais enfin, vous êtes qui pour nous dire ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces propos? Allez, continuez, puis terminez-en, parce que franchement, c'est vraiment une douleur de vous écouter. Vous êtes très désagréable. Donc, ce qui m'embête dans cette dans l'avenant numéro 4, dont il est question, c'est le fait de dire que la navette scolaire Montgenèvre est supprimée. Et je pense qu'elle soit réduite à 0 aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de fréquentation. Je trouve que c'est normal, mais dire qu'elle est supprimée, j'ai un peu peur que dans les années qui viennent, alors, je vous confirme très simplement, elle n'est pas supprimée. D'accord. Elle n'est juste pas en service parce qu'il n'y a pas d'inscrits. D'accord. Donc l'année prochaine, quand il y aura s'il y a des élèves ou des enfants qui veulent être inscrits, on ne pourra pas leur dire ah ben non la navette est supprimée. Et d'ailleurs, le maire de Servières pourrait parler de l'exemple du lot où nous n'avions aucune demande et puis il y a maintenant, je crois, plus de 4 élèves. D'accord. Dont 3 petits maillets, je crois. Et donc ça nous a valu de remettre un arrêt, tout simplement. D'accord. Sinon, effectivement, je trouve que c'est une très très bonne chose qu'il y ait un renforcement de la ligne 7. Puisqu'on parlait de faire du ski de fond, on s'aperçoit que si elle était encore plus importante, ce serait encore mieux pour les vacanciers comme pour les Briançonnais. Donc j'espère que dans les années à venir, cette ligne s'étoffera encore. Par rapport à la chaufferie, par rapport à l'arrêt chaufferie, je trouve que c'est très très intéressant et très important qu'il y ait cet arrêt de prévu aujourd'hui. Et pour revenir, puisque à l'instant vous parliez de la ligne 6, que j'ai pris aussi régulièrement ces derniers temps, on s'aperçoit qu'il y a des petits soucis, mais c'est pas dû du tout aux élus pour le coup. Je pense qu'il y a un manque d'information sur les bus par rapport à leur destination, notamment retour. Quand vous prenez la navette retour,
que ce soit à Monetier ou à Villeneuve, vous avez des bus qui s'arrêtent, qui vont jusqu'à la gare, d'autres qui vont jusqu'au ProRail, d'autres qui vont au Champ de Mars, et ce n'est pas indiqué au fronton du bus. Donc il y a des petites voilà, il y a des petites mises à jour qui doivent être faites à ce niveau-là. Il y a aussi le fait que il y a des chauffeurs qui ne connaissent pas les limites des zones. Le zonage 1, 2, 3 pose réellement des fois des difficultés. On s'est retrouvé avec des surprises pour certaines situations. Sur Briançon, on n'a pas le nom des arrêts de bus sur les nouveaux abris. Donc ça pose aussi des difficultés pour les gens qui commencent à utiliser le bus parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et dans les bus, il n'est pas annoncé qu'on va s'arrêter à tel endroit. Donc là, il y a aussi un déficit par rapport à ça. Et enfin le tarif. Le tarif de 3,30 €, à mon sens, peut paraître quand même excessif. À Paris, on s'aperçoit qu'on a des tarifs aujourd'hui pour faire 60 km, on a un billet à 2,50 €, ou pour les lignes ZOO de proximité, on est à 2,20 €. Donc, moi, je suis pas du tout pour la gratuité. 1,10 € me semble tout à fait normal pour jusqu'à 2,20 € si on prend au niveau de la distance. Mais je pense que la fréquentation des bus qui est bonne aujourd'hui et qui va en augmentant pourrait encore s'améliorer. Voilà. Excusez-moi pour mon humour que vous ne pouvez pas comprendre. Concernant les tarifs, vous le savez parce qu'on l'a voté, hein, vous savez que le transport est subventionné à hauteur de 76%, donc c'est pas rien. C'est un très gros effort de la collectivité. Donc, et puis, très clairement, c'est l'incitation à aller vers les abonnements. C'est sûr que quand on parle de 3,30 €, c'est le ticket unitaire. Alors que les habitants du territoire ont la capacité soit d'acheter 10, soit de prendre des abonnements mensuels. Enfin, il y a plein de solutions d'abonnement. Et là, il y a un vrai tarif dégressif. Donc, financièrement, aujourd'hui, c'est ce qui permet d'être à l'équilibre et de fonctionner. Plus il y aura de gens dans le bus, mieux il y aura de services, et c'est bien l'objectif de la collectivité. Après, sur la qualité du service, en fait, toutes les études nationales montrent que c'est pas tant le tarif qui fait que les gens montent ou pas dans le bus. Ce qui fait que les gens montent ou pas dans le bus, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, c'est la qualité du service, sa régularité, son cadencement, etc. Là, on a tous les 4 mois, on voit le prestataire, et je peux vous assurer qu'il y a un contrôle sévère de l'activité. Et on a des résultats qui sont très bons, qu'on pourra d'ailleurs communiquer à l'occasion, parce que c'est très intéressant de voir justement jusqu'à quel point les bus sont contrôlés, leur fonctionnement. Et donc c'est très satisfaisant, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, en effet, quand on est dans le bus, on n'a pas toutes les stations affichées à l'intérieur du bus. Donc pour des gens qui ne sont pas originaires d'ici, ils ont parfois du mal à voir la suite de leur trajet. Donc il y a de toute façon c'est évident qu'il y a plein d'améliorations à mettre pour améliorer encore l'activité, la qualité du service. Donc ça on en est conscient. Vous le savez, on en a parlé aussi, il y a le plan aussi du handicap, avec tous les handicaps. Donc là, il y a un vrai travail en ce moment par un bureau d'études qui va permettre d'améliorer énormément la formation, la communication pour tous les types de handicap. Donc ça, je pense que ça va améliorer, pas que pour les personnes porteurs de handicap, mais pour l'ensemble de la population, la visibilité et la qualité du service. Richard Nussbaum avait demandé la parole et je me permettrai de donner quelques éléments de conclusion sur ce débat. Oui, moi, monsieur le maire, je souhaitais remercier Francine Dardenne pour cet audit sur le transport que vous avez bien voulu mettre en place. Je pense qu'elle a été victime aussi d'un pli temporel depuis 2019 jusqu'à 2020, parce qu'aujourd'hui, si ce service avait été mis en place sous la mandature de M. Fromm, je pense qu'on en serait déjà à d'autres sujets de discussion pour l'amélioration du service. C'est tout. Merci. Juste quelques éléments de réponse assez simples. Déjà, sur la tarification, c'est difficile de se comparer à des régions comme l'Île-de-France ou à des métropoles. Je vous rappelle que l'un des financements du transport, c'est aussi le versement des mobilités. C'est pas exactement le même en Île-de-France que dans la communauté de communes du Briançonnais. Bon.
permet d'ailleurs, si je veux donner l'exemple inverse, de vous dire qu'il y a aussi un certain nombre de régies de transport. Je pense par exemple à notre préfecture régionale, celle de Marseille, dans lequel le transport est très peu cher, mais accessoirement c'est la régie la plus endettée et la plus déficitaire de France, et les chiffres sont en milliards. Donc on a la chance aussi d'arriver à maintenir un équilibre économique. J'en parlais lors du débat d'orientation budgétaire, mesdames et messieurs les élus. Aujourd'hui, ce dont nous vous rendons compte, c'est d'une DSP qui fonctionne, qui élargit son offre de transport, et qui n'a pas dégradé les équilibres financiers de la collectivité. Je crois que c'est une bonne chose. Par ailleurs, je voudrais aussi vous rappeler, sur les questions de tarifs, qu'il y a une tarification sociale qui est mise en œuvre, notamment à travers les abonnements, et donc à destination des résidents principaux et des habitants et de la population. Et moi, dans cette stratégie tarifaire, je préfère que nous allions vers une tarification qui soit plus favorable à celles et ceux qui s'abonnent, parce que ça veut dire qu'ils sont là toute l'année et qu'ils habitent chez nous, et qu'on soit sur ce tarif-là, qui est d'ailleurs fondé sur une logique très simple. Plus on se déplace, plus on paye un peu plus cher. C'est le principe de ces zones-là, mais tout cela est bien entendu discutable. En tout cas, nous sommes d'ores et déjà sur une progression sur une seule année pleine de 16% de la fréquentation en plus dans le transport. Donc ça voulait bien dire que avoir un système totalement unifié offre une lisibilité et donc un service qui est meilleur, donc les gens utilisent le transport. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a voulu augmenter le transport dans la Clarée, c'était une demande qui nous a été faite en réunion publique et on a compris la situation personnelle. Quand il y avait des enfants qui n'avaient qu'une demi-journée de cours, ils ne pouvaient pas rentrer, il fallait qu'ils attendent la fin de journée ou alors ils faisaient du stop le bord de la route. Qu'est-ce que nous avons fait? On a d'abord commencé par augmenter la fréquence de transport à la demande. On s'est aperçu que l'utilisation du transport à la demande en chiffres était quasiment aussi importante que si on avait une ligne régulière. On a donc ouvert une ligne régulière et en l'ouvrant, on a une fréquentation qui augmente encore. Donc moi je pense qu'il faut que nous raisonnions de cette manière-là, c'est-à-dire de manière pragmatique et en fondant nos décisions sur des chiffres. Et je terminerai en vous disant que concernant la ville de Briançon, l'équipement des arrêts de bus n'est pas terminé, que ce soit d'ailleurs sur le bardage bois qui n'a pas été encore installé, et les arrêts de bus, tout ça est en cours. Ce sera terminé dans les jours et semaines qui viennent, le plus rapidement possible, je l'espère. C'est en tout cas ce que j'ai demandé aux prestataires. Je terminerai juste en vous disant, concernant la vallée de la Guisane, que, accessoirement sur ces questions de transport en commun, nous avons au cœur du projet olympique un sujet qui s'appelle le bus à haut niveau de service avec l'élargissement de la route, et que je crois que ce serait le meilleur service que nous pourrions rendre à l'ensemble des usagers que d'avoir une voie réservée pour le transport en commun, qui pourrait donc ne pas être dépendant de la circulation, et que ce sujet-là résulte tout de même d'une question géographique, puisque je crois qu'il n'y a pas beaucoup de stations de montagne dans toute l'Europe qui ont pour longueur plus de 20 km, et que ça nous oblige tout simplement à gérer des problèmes que d'autres n'ont pas quand on est en haut d'un col ou dans un fond de vallée. Et j'appelle de mes voeux à ce que ce projet, dans le cadre de la candidature aux Jeux Olympiques, sorte de terre. C'est la Solidéo qui a désormais ce dossier entre les mains. Mesdames et messieurs, je clôt le débat, je mets cette délibération aux voix. L'avenant numéro 4, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? La délibération est adoptée. La parole est à Guy Hermite pour nous parler du projet Peter se déplacer. Monsieur le Président, merci. Merci. Bonsoir à l'ensemble des collègues. Vous me permettrez en préambule de vous donner quelques éléments d'actualité avant de vous présenter plus précisément la délibération. Je m'étais engagé non seulement dans cet hémicycle, mais auprès de toutes les collectivités qui font partie de la TCHAV, de renouer des contacts avec la TELT. La TELT, c'est une société qui s'appelle Tunnel Euralpin Lyon-Turin. D'abord avec une vision personnelle avec lui pour faire connaître à la fois les besoins de notre population, mais les échéances qui sont les nôtres, notamment les Jeux, qui méritent, dès lors qu'on a une gare de chemin de fer, une autoroute tout à proximité, que les collectivités telles que la nôtre se manifestent pour faire connaître à la fois les besoins exprimés par la population, mais la nécessité aussi, quand les images de télévision seront braquées sur notre Briançonnais, elles rapportent ce qui est le meilleur de son accès, puisque en réalité c'est ce que cherche, et on le voit bien en intramuros, mais on peut en parler à l'extérieur, et c'est ainsi que par la suite j'ai coprésidé le COPIL TELT-CHAV
où la thématique qui aujourd'hui nous est proposée est de se poser la question sur la mobilité multimodale transfrontalière en 2033. C'est la question à laquelle essaie de répondre l'étude menée par Chav et Telt, c'est-à-dire à laquelle la communauté de communes du Briançonnais a bien évidemment participé, le promoteur public binational du projet Lyon-Turin. Les premières réflexions ont été présentées le jeudi 6 février lors de ce COPIL, lors de la tenue de celui-ci, auquel ont participé les régions Piémont, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur. C'est pour vous dire l'intérêt territorial, mais aussi citoyen que ressentent nos concitoyens, ainsi que les communes et les unions de communes de la vallée de Suse, de Maurienne et du Briançonnais du Guillestrois. J'ai été invité le 7 février 2025 à Nice à participer à la conférence qui a lieu au moins une fois par an s'agissant de la mise en application du traité du Quirinal. Alors pour des raisons qui tiennent à l'efficacité d'une transmission du courrier, fut-il électronique, je l'ai reçu un peu tard, mais néanmoins, sous le couvert du président, que je veux saluer bien évidemment, on a convenu qu'il fallait que le département des Hautes-Alpes, mais aussi la Tchave et la communauté de communes soient représentés. C'est une conseillère vice-présidente du département qui nous a suppléés et je souhaite, sous ton couvert, qu'elle en soit bien évidemment remerciée. Et elle a présenté, au nom de la Tchave, l'avis qui est le nôtre, après avis de l'ambassadeur de la coopération et des questions transfrontalières qui nous a autorisé cette représentation. Alors, qu'en a-t-il été? Elle a évoqué à notre demande tout ce qui peut être la résolution des problématiques de sécurité rencontrées dans les transports au niveau de la frontière franco-italienne à Montgelet. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et les questions de sécurité, certes de stationnement, elles sont dans ce contexte-là d'une autre nature. Et comme vous le savez, elles handicapent très fortement ce qui est le transport dans notre secteur. Cette question, pourtant au cœur de la modification des liaisons intervenues depuis 2021, se doit d'être traitée dès aujourd'hui et ne pourra pas attendre 2032. Lors de notre comité, tu as évoqué une solution que j'ai fait connaître, sur le point de savoir comment permettre un accès au bus sans provoquer des incidents de quelque nature qu'ils soient et sur lesquels notre Assemblée n'a pas à délibérer parce que ce sont des faits. Elle devra être clairement encadrée avant le rétablissement de la correspondance en Italie. Or, il est de notre ressort de travailler collectivement pour faire baisser la tension de part et d'autre de la frontière et assurer une liaison sécurisée. Cela permettra de recréer une ligne routière régulière entre Briançon et Oulx, avec correspondance dans cette gare pour Chambéry, Lyon, Paris, mais aussi Turin et Milan. Le deuxième point, le retour des TER italiens en gare de Modane pour rétablir les liaisons transfrontalières entre Modane et Bardonecchia, remplacée depuis 2002 par une navette bus qui est insuffisante et sans possibilité d'emport de vélo aujourd'hui, mérite d'être modernisée ou adaptée. L'accueil des nouvelles rames TER italiennes suppose des aménagements techniques en gare de Modane liés aux différences de tension, 3000 volts, et une gouvernance commune entre les régions Piémont et Auvergne-Rhône-Alpes. Cette liaison est essentielle pour le futur de la ligne historique qui réouvre fin du mois de mars prochain. S'il fallait souligner une nouvelle dans ce propos, c'est bien celle-ci. Cette liaison est essentielle pour le futur de la ligne historique qui réouvre fin du mois de mars prochain et dans le contexte de la future liaison Turin. Troisième point que nous avons partagé avec le département, le souhait également de pouvoir redynamiser les échanges transfrontaliers en bénéficiant d'une tarification différenciée. Ça fait des années qu'on le demande, ça fait des années que c'est en panne, et sans prendre l'engagement avec vous de réussir à atteindre cet enjeu, en bénéficiant d'une tarification différenciée ou aménagée pour le péage du tunnel routier du Fréjus, pour les résidents permanents des communes riveraines dont nous sommes, comme cela se fait pour les riverains du tunnel du Fréjus. Et pour être un peu plus précis, il y a une expérience en cours, mais c'est bien sur celle-ci que l'on va, en tout cas que nous appuierons notre argumentation. En gros, il conviendrait de rechercher tous les moyens à mettre en œuvre
afin de promouvoir une sorte de continuité territoriale. C'est-à-dire qu'on ne soit pas considéré, quand on veut la Chambéry, comme passant à l'étranger et faire d'autres pérégrinations dont je vous dis. D'autant plus que j'achète 4 forfaits, 30 passages par an. Je vous laisse voir le prix parce que mes enfants sont à Chambéry. Et voilà. D'autres d'entre eux vont à l'université, voire à Grenoble par ce biais-là. Je dois reconnaître, penser aux familles dans ce contexte, cela dépasse bien évidemment que celui de l'examen du transport. Et je vous garantis que ce sera une des prochaines actions que je conduirai, dont je vous rendrai compte comme ce soir, car il faut officialiser le principe du service public permettant de renforcer la cohésion entre différents territoires d'un même État. Et j'avais noté, mais par exemple, un étudiant devant se rendre à Grenoble régulièrement et en revenir, ou tout autre besoin de liaison régulière actuellement trop coûteuse malgré les abonnements. Voilà ce que je souhaitais vous dire des perspectives que je vais assigner à la responsabilité que vous m'avez confiée et poursuivre en abordant cette délibération numéro 12 qui concerne le projet Peter Plus et qui s'intitule Se déplacer et qui a pour objet d'améliorer la mobilité transfrontalière dans les Hautes-Vallées, la rendre durable, accessible, multimodale et inclusive. J'en ai rendu compte au niveau de notre comité pour vous faire savoir quels sont les enjeux. Ils sont 4 natures, identifiés par la Maurienne, le Grand Briançonnais, les vallées de Suse et du Pinerolès, intégrés dans le projet sur la base d'un principe d'équité territoriale, à savoir l'accessibilité des territoires depuis la ligne ferroviaire et historique Lyon-Turin. Vous savez, c'est un combat que l'on mène, parce qu'en fait, elle viendra, cette ligne, non pas doubler, mais apporter un service de cabotage mieux à même de répondre aux besoins des communes qui sont situées sur l'ensemble du parcours. Et quand je regarde Christian, je me plais à souligner la Via Lattea, dont on connaît aujourd'hui ce qui demain sera traduit dans une prochaine compétition mondiale que nos amis italiens vont organiser, et que par ailleurs, dès lors qu'on sait que l'année prochaine les Jeux Olympiques d'hiver sont à Milan, il n'est pas interdit de collaborer avec ceux qui peuvent nous montrer ce qu'il faut atteindre comme objectif si l'on veut convaincre, ce dont je suis persuadé, à la fois le CIO, le COJO et bien évidemment les autorités locales que je ne citerai pas. Ces 4 enjeux sont donc l'accessibilité des territoires depuis la ligne ferroviaire historique Lyon-Turin, disais-je, le désenclavement grâce aux connexions entre cette ligne et les dessertes internes, l'attractivité des territoires et la préservation de l'environnement en zone de montagne. Que pour apporter des réponses opérationnelles, les partenaires ont défini un plan de travail conjoint qui comprend la recherche, le lobbying et la mise en œuvre de solutions de mobilité tant quotidienne, touristique que sociale. Je veux souligner ces 2 mots, touristique que sociale, et tant entre les zones frontières que dans les zones protégées ou isolées, qu'à une échelle interurbaine qui fait état d'un budget total de 1 616 125 €, dont 224 375 € pour la communauté de communes du Briançonnais, pour une subvention FEDER sollicitée à hauteur, au total, de 1 292 900 €, dont 179 500 € pour la collectivité. Monsieur le Président, je vous propose de solliciter le vote de notre Conseil pour approuver le projet Se déplacer du Peter Plus Haute-Vallée 2030 et les plans de financement prévisionnels correspondants, d'approuver le rôle de la communauté de communes du Briançonnais en tant que partenaire de ce projet Se déplacer, dont le chef de file est le syndicat du Pays de Maurienne, et vous autorisez, ou moi-même votre représentant, à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la candidature du syndicat du Pays de Maurienne au Peter Plus Se déplacer et autoriser le représentant du syndicat du Pays de Maurienne à solliciter les subventions correspondantes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Vice-président, et ce qui me permet juste de vous confirmer que lors du dernier comité de bassin, en la présence du vice-président chargé des transports de la région, Jean-Pierre Cérus, j'ai demandé très précisément à ce que la ligne Oulx
de bus qui fait la liaison avec le TGV soit remise en place pour le 1er avril. Alors, ce n'est pas une blague, mais c'est bien le 1er avril que le tunnel et les trains à la fois français, TGV et Frecciarossa italien seront remis en service. Et donc, j'ai demandé très précisément à ce que cette ligne soit remise en service. J'ai bon espoir que nous y arrivions. Nous avons dans quelques jours une réunion avec le préfet des Hautes-Alpes et les services de la région pour en évoquer les modalités, mais elle est absolument essentielle. Je ne rentre pas dans ce qui a été évoqué. Je te remercie de tout ce que tu as apporté, puisque bien entendu l'avenir c'est le projet TELT que chacun connaît et qui définira les modalités de desserte de la future ligne TGV une fois que le nouveau tunnel sera mis en service en 2032. On aura largement l'occasion d'y revenir dans les mois qui viennent. Mesdames et messieurs, je vais mettre cette délibération Peter Plus aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Richard Nussbaum. Merci, monsieur le maire. Cette délibération a trait à la convention de partenariat relative au système d'information géographique entre la CCB, les AFP et les ASA. Pour rappel, la communauté de communes du Briançonnais a signé avec le département des Hautes-Alpes une convention de mutualisation de moyens liés au système d'information géographique, actant la mise en place et la gestion du géoportail commun d'information géographique appelé Géomas pour Géoportail mutualisé des Alpes du Sud. Suite à un audit interne, il est apparu que certains partenaires, que sont notamment les associations foncières pastorales et les associations syndicales autorisées gestionnaires des canaux d'irrigation, détiennent des accès à Géomas sans aucune procédure de conventionnement. Il est donc proposé de mettre en place des conventions dédiées pour encadrer et maîtriser ces accès. Concernant les conditions, seules demandes des associations seront habilitées par la Convention à consulter les données sur Géomas sur demande écrite des présidents d'associations. Les AFP seront tenus de signer l'acte d'engagement annuel de la DGFIP pour avoir accès à la donnée foncière sur le territoire communal de compétence, sans quoi elles en seront suspendues. Enfin, les accès seront personnels et identifiés. Cette convention est intéressante car il est dans l'intérêt du territoire d'enrichir sa connaissance des spécificités locales par la mise à jour régulière de données thématiques. Cette mise à jour ne peut se faire qu'en collaboration étroite avec les acteurs et partenaires locaux. L'accès à l'outil Géomas doit permettre aux associations foncières pastorales et aux associations syndicales autorisées, gestionnaires de canaux d'irrigation, d'accéder à un outil performant permettant de répondre aux missions qui leur sont attribuées dans leur périmètre d'action. Donc je vous propose donc la signature de cette convention. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et c'est le moment que tout le monde attend, puisque la parole est à Jean-Marc Caponi. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Deux délibérations assainissement. La première concerne la révision des modalités de calcul de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, la PFAC. La délibération a pour objectif d'actualiser les tarifs et d'apporter des précisions sur les surfaces assujettées à la PFAC. Il est notamment décidé d'utiliser les surfaces de plancher déclarées dans les autorisations d'urbanisme comme assiette de la PFAC. Cette augmentation représente en gros 20%. C'est seulement la deuxième fois qu'il y a une augmentation et elle date de 2013. La recette prévisible pour la communauté de communes du Briançonnais représentera entre 75 000 et 100 000 euros. Merci. Est-ce que ça appelle à des remarques ou des questions? Je vais mettre cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez la parole. Deuxième délibération assainissement, c'est l'ouverture d'une enquête publique sur l'instauration de servitude et approbation du tracé pour les hameaux du Lauzet et du Cassé sur la commune de Monitier-les-Bains. L'opération de travaux sur la commune de Monitier-les-Bains vise à raccorder le hameau du Lauzet et celui des Boussardes à la station d'épuration Puralpes de Briançon par la création d'un réseau de collecte d'eau usée. L'objectif étant de supprimer les deux stations d'épuration existantes, aujourd'hui non conformes. L'établissement d'une canalisation d'eau usée enterrée s'effectuera sur des terrains privés, ce qui nécessite par conséquent l'instauration de servitudes d'utilité publique, mais également l'autorisation d'engagement du conseil communautaire.
Pour information, le projet fait l'objet d'une convention de comaîtrise d'ouvrage avec la communauté de communes avec la commune de Monetier-les-Bains, qui assurera les travaux de création du réseau d'eau potable dont elle a la compétence. La durée des travaux est prévue pour 1 an. Le montant des travaux estimés représente 1,2 million pour le réseau d'assainissement et 1,2 million en gros pour le volet d'eau potable. Sur la question qui avait été posée lors de la commission par Sébastien Fine, je tiens à le préciser, le vaste chantier pour sortir les eaux parasites du réseau. En 2026, nous allons retirer 3000 m3 jour d'eau parasite. Pour un comparatif, le Lozé et les Boussardes représentent 60 m3 jour. Donc il n'y a aucun problème au niveau de la charge aux charges hydrauliques. Et pour la charge polluante, on avait une marge de manœuvre de 6700 équivalents habitants. Le Lozé et les Boussardes représentent 400 équivalents habitants. Donc la station d'épuration Puralp est tout à fait apte à recevoir le Lozé cassé et les Boussardes, sans aucun problème. Merci de toutes ces précisions techniques. Est-ce que les élus du Monetier-les-Bains sont satisfaits? Ils ont l'air. Bon. Vous l'avez voulu et vous l'avez. Vous l'aurez. Et vous l'aurez, pardon. Vous l'aurez. Tout à fait. Ça a déterminé le choix qui a été fait. Qui a duré des années. Tout à fait. Je vais donc mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Cher Jean-Marc, tu as encore la parole. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez parlé de l'augmentation de la TGAP. Donc, ces 2 délibérations découlent justement de l'augmentation de la TGAP qui passera de 59 € en 2024 à 65 € en 2025. Un petit peu de silence, je vous prie, pour écouter notre collègue. Il est donc proposé d'ajuster la redevance spéciale justement pour intégrer l'augmentation de cette TGAP. Ce qui fait passer le kilo d'ordures ménagères de 0,39 € à 0,42 € en 2025. D'où la nécessité, s'il est besoin de le rappeler, sur le principal objectif, c'est de la diminution de nos déchets, qui est le principal objectif pour diminuer nos coûts. Et c'est un sujet qui tient à cœur à Pierre Leroy et à moi-même. Même si ça n'opérera pas des discussions qu'on doit, à mon avis, avoir dans les années à venir sur la stratégie qui est celle de tout le bassin des Alpes du Sud sur l'enfouissement et sur l'incinération. C'est à mon avis une absolue nécessité que d'avoir au niveau des 2 départements, des 2 conseils départementaux peut-être même, une vraie stratégie sur ce point-là. Je vais mettre cette délibération. Non, je ne la mets pas aux voix, je passe la parole à Sébastien Fine. Par rapport à ce que tu disais, il y a 2 ans de ça, il y avait eu une visite sur l'ensemble, du moins sur certains dispositifs qui prenaient des mâchoires pour éviter des dépôts à l'intérieur des dispositifs semi-enterrés que l'on voit tous les jours, c'est-à-dire des choses, des skis, etc. C'est vrai que c'est un coût qui est important, hein, la mise en place de ces dispositifs sur les dispositifs semi-enterrés, mais ça pourrait faire diminuer les tonnages. On en est où de ce projet-là? C'était l'installation des doubles tambours. C'est reporté, on ne l'a pas intégré sur le budget 2025. C'est vrai que ça pourrait diminuer. Aujourd'hui, ça a un coût très important et on n'est pas sûr de la finalité de la chose parce que il faudra peut-être intégrer justement la redevance incitative à ce moment-là avec les badges, ce qui est en cours sur le GUI S3 et attendons peut-être l'expérience des autres pour pouvoir le mettre en place nous. Mais c'est vrai, ça passera par là. Peut-être juste rajouter accessoirement aussi que du point de vue d'investissement, il y a du phasage puisque on est en train de terminer aussi toute la politique sur le compost et que voilà. Ça implique aussi la police de l'environnement,
La répression, il faut qu'il y ait une répression à côté. Très clair. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et merci à toi, Jean-Marc. Et si le tu veux bien dernier, terminer. là, j'ai encore une délibération. Mais oui, c'est bien ce que je dis. Si tu veux bien terminer, il reste une délibération. Voilà, attends, j'essaie même d'imposer un petit peu d'écoute quand voilà. tu parles. C'est pas pour Ouais, t'enlever la parole. Hein. Ben voilà, c'est le tarif des dépôts des professionnels sur les plateformes de revalorisation. C'est pareil pour intégrer l'augmentation de la TGAP. Sachant qu'aujourd'hui, les professionnels amènent très peu sur les déchets, ça sera très peu facturé, puisqu'aujourd'hui, il y a les REP qui sont mises en place, les éco-organismes, donc les professionnels ne payent plus. C'est les éco-organismes qui payent. Voilà. C'est une économie pour la collectivité aussi. Très clair, je mets cette délibération aux voix par ailleurs. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et pour terminer, une délibération que nous déposons sur table, et je m'en excuse, c'est tout simplement parce que nous avons eu la proposition de celle-ci par la région pas plus tard que hier, et qu'il me semblait que c'était important, et que si nous ne délibérions pas, nous ne pouvions pas permettre à la région de, elle, délibérer sur ce dossier à sa prochaine séance plénière, et ça nous reportait de 3 mois. Je trouvais que c'était dommage puisque le sujet est bon. Vous savez que le président de la région Sud a pris l'initiative de placer notre territoire comme prioritaire dans la politique d'équipement et de transformation des gares et de leur transformation en pôle d'échange multimodal. C'est le cas donc de la gare de Briançon, qui sera l'une des gares prioritaires dans la région. C'est plus de 30 millions d'euros d'investissement prévisionnel de la région pour moderniser totalement la gare de Briançon et en faire un véritable pôle d'échange multimodal en réaménageant à la fois les aspects de stationnement, les aspects d'accès par voie cyclable. Et lors du premier comité de pilotage qui s'est tenu avec SNCF Gare et Connexion, la région et la communauté de communes du Briançonnais au titre de la mobilité, nous avons beaucoup insisté et j'ai défendu cette position au titre aussi de la ville de Briançon pour que le projet intègre une ouverture de la gare sur les deux côtés, c'est-à-dire le côté actuel où est l'entrée de la gare, mais aussi le côté parc des sports et par ailleurs le côté, si j'ose dire, avenue Jean Moulin avec l'intégration d'une voie cyclable sur les délaissés de la voie ferrée. Et donc cette délibération concerne un coût supplémentaire d'études de 30 000 euros qui représentera 7 500 euros pour nous et qui permettra d'étudier la faisabilité d'une passerelle de franchissement du réseau ferroviaire de la gare pour faire un véritable accès à la gare depuis l'ensemble de l'autre versant, c'est-à-dire en fait le côté parc des sports de la ville de Briançon. Et il nous semblait que ça aurait été dommage de laisser la région et la SNCF investir quelques dizaines de millions d'euros sur la gare de Briançon pour réaliser du stationnement, des parkings, de la mobilité et rénover la gare en elle-même, sans envisager que cette gare puisse être ouverte sur tous les quartiers de la ville et donc beaucoup plus accessible, que ce soit en matière de stationnement ou aussi en matière tout simplement de flux et d'accessibilité. Et donc, il vous est tout simplement proposé d'accepter de financer 7 500 euros pour cette étude qui complétera les études déjà lancées. Elles sont lancées, je le rappelle, par la région et principalement opérées par SNCF Gare et Connexion. En tout cas, moi, je voudrais profiter pour remercier à nouveau le président de région de l'importance dans le cadre du dossier olympique qu'il apporte à chacun de nos dossiers, puisque vous le savez, c'est aussi le lycée d'altitude qui fait l'objet d'un programme d'investissement et de rénovation totale qui va amener plus de 50 millions d'euros d'investissement. Je crois qu'entre le lycée et la gare, nous sommes très bien traités et considérés par la région sur ses compétences et c'est une heureuse nouvelle pour l'ensemble des habitants du Grand Briançonnais. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions, mesdames et messieurs? Oui, monsieur Finn. 10 minutes avant le début du match, je suis rapide. Je suppose... Il y a quoi comme match? Oh, je sais pas. Je suppose mais que... si, c'est Brest ou c'est Paris? Ah, je comprends mieux pourquoi Jean-Marc fait ses valises, c'est Paris qui joue. Je suppose que cette délibération qui a été posée sur table a eu l'unanimité des élus pour pouvoir être présentée ce soir. Je pense qu'il faudra le préciser parce que quand on pose sur table, il me semble qu'il faut qu'elle soit votée à l'unanimité. Donc elle est votée à l'unanimité, je l'estime, j'imagine, parce que c'est quelque chose de très important pour le territoire et éviter des problématiques derrière. Mais je vous laisse pour aller
Sûrement voir Angers. Oui, parce que le match le plus important ce soir, c'est effectivement Briançon-Angers. Je crois que c'est le caractère d'urgence dans nos règlements intérieurs qui fonde. Oui, mais je vais la mettre aux voix. Et attendez, messieurs les supporters, s'il vous plaît. Puis on va prendre. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, je sais qu'on va être en play-off. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Bonne soirée à tous et allez les Diables Rouges.